Voilà, on se retrouve après ce petit problème technique. Je pense que c'est les serveurs du Discord qui ont sauté. On se retrouve donc de nouveau avec Isabelle Vauglin. Voilà, désolé tout le monde. Est-ce que vous pouvez dans le chat nous confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez tous les deux, aussi bien Isabelle que moi? Oui, recharger F5, la page Twitch. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on confirme. Super. Donc, on va reprendre, on va essayer de ne pas perdre de temps, on a déjà Et j'ai perdu un plein de petit peu. questions du coup. On a plein de questions. Camille, on t'écoute. J'ai demandé pendant la pause aux gens de poser leurs questions. Du coup, j'ai pu prendre note de pas mal de questions. Je vais essayer de te poser des questions par petits paquets. Donc, j'ai Penelope Six qui te pose des questions. Alors, une question à propos du bruit des forages. Est-ce que quel est l'impact en fait du bruit des forages? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la glace elle-même, sur les animaux autour, sur quelque chose? Deuxième question, est-ce qu'il y a des bateaux de pêche autour de l'Antarctique et donc corollaire où en est un peu la faune dans ces latitudes? Si tu peux nous parler peut-être un petit peu de tout ça. Alors pour ce qui est du bruit du forage, les animaux autour, il faut savoir que à Concordia, il n'y a aucun animal, aucune plante. Et d'ailleurs, les hivernants n'ont pas le droit d'apporter leur lapin favori ou leur petit chat chéri, même leur mini hamster, ils n'ont pas le droit. Et ils n'ont même pas le droit d'apporter une plante verte pour mettre dans leur chambre s'ils en ont envie. Donc, il n'y a absolument rien à Concordia. Et le bruit dans la glace, alors, par rapport à la base Concordia elle-même, le bruit le plus important, c'est le bruit du groupe électrogène, de la centrale électrique. Je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question de savoir si le bruit était gênant. Alors pour ce qui est de la glace, ça certainement pas, parce que c'est un trou de 10 centimètres, on a vu tout à l'heure, c'est une sorte de vis sans fin, hein, le carotteur. Enfin, c'est vraiment tout petit par rapport à l'étendue et l'épaisseur de glace, c'est vraiment microscopique. Par contre, il y a des carottages à d'autres endroits. Il y a eu des carottages au Groenland et des choses comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de nuisances par rapport au carottage, nuisances sonores ou sur les animaux. Par contre, il y a un souci pour les carottages. Entre autres, les Russes à Vostok ont eu ce problème-là. C'est que pour éviter que le trou ne se referme, puisqu'on fait des carottes de 3 mètres de long, pour éviter que le trou ne se referme, il faut mettre dedans un liquide qui soit suffisamment dense pour résister à la pression de toute cette glace autour. À Epica, maintenant, ils mettent un liquide qui est à base de lait de coco. Donc, pas de pollution évidente. Par contre, les Russes, ils mettent un liquide qui est à base de dérivés de pétrole. Et même si ça fait 10 centimètres de diamètre, quand vous avez 3 kilomètres d'épaisseur, vous voyez le volume que ça fait à la fin. Et quand ils sont arrivés, quand les Russes sont arrivés au niveau du lac, quand la glace commence à ne plus être à se réchauffer en fait, à ne plus être aussi froide que dans l'épaisseur, eh bien, ils ont commencé à annoncer super, on arrive au lac. Et là, il y a eu une levée de bouclier en disant ah, attention, parce que c'est un lac qui est isolé depuis 30 ou 40 millions d'années, si vous arrivez jusqu'au lac, eh bien, ça va vidanger le trou. Et du coup, voilà, tous ces composants qui n'ont rien d'écologique vont venir polluer ce lac qui est isolé depuis des millions d'années, qui a probablement développé des formes de vie son propre écosystème. uniques. Exactement, son propre écosystème et des formes de vie qu'on peut ne pas envisager
à d'autres endroits. Et du coup, ça posait un problème. Alors, ils ont arrêté. Ils y sont allés, en fait, en définitive, plus tard. Et ils disent qu'ils n'ont pas pollué le lac. Mais bon, pour ça, j'en sais pas plus. Je rappelle, hein, il nous reste une demi-heure. On va Ouais. vraiment se concentrer sur la D'autres questions, science. du coup. On va poser les questions uniquement sur la science. Et puis, il y a plein d'expériences qui Ah, sont mais ça, faites à c'est de la Concordia. science, hein. Le truc Oui, tout à d'EPICA, fait. c'est super important parce que tout à l'heure, il y avait une question avant qu'on ait le problème. Il y avait une question sur les corrélations avec la température et le. Oui, c'était Pénopsix aussi qui posait cette question, justement. Ouais. Si Pierre, si tu peux mettre Oui. la courbe qui est sortie des études d'EPICA, où ça montre vraiment la corrélation. Voilà, c'est une courbe qui est très connue. Là, ça vient du sondage EPICA. J'ai pas mis les copyrights, c'est très mal, mais ça sort des sondages EPICA et puis du sondage de Vostok, où on voit vraiment une corrélation entre la température qui est indiquée sur En rouge. l'axe vertical à gauche et la concentration en CO2 sur l'axe qui est vertical à droite, en fonction de la remontée, donc jusqu'à 800 000 ans, à partir des analyses qui ont été faites. Et on voit qu'il y a vraiment des cycles. Ça a mis en évidence ces cycles glaciaires interglaciaires, des cycles d'à peu près 100 000 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler les couleurs sur les courbes, s'il te plaît? Les résultats du sondage EPICA sont en rouge. Ils montent jusqu'à 300 000 ans. Et les sondages de Vostok sont en bleu foncé. Donc, ils s'arrêtent à peu près à 400 000 ans parce que Vostok a un carottage qui est moins important. Enfin, il remonte moins loin dans le passé. Mais on voit surtout que dans ces périodes glaciaires interglaciaires, sur la concentration atmosphérique, l'échelle des concentrations atmosphériques, on voit qu'actuellement, on est complètement à presque 400 ppm partie par million. On est à une concentration de CO2 qui est au moins 2 fois supérieure aux concentrations les plus hautes qu'on ait eues jusqu'à présent. Est-ce que on peut rappeler, donc, parce qu'on ne le voit pas très bien, donc on est où, nous, exactement? C'est la flèche noire, hein, c'est ça? C'est la flèche noire. C'est la flèche noire. On est à 0. Alors, évidemment, comme on est sur cette échelle à 800 000 ans, les 3 derniers siècles sur lesquels on peut voir l'évolution qui est devenue exponentielle ne peut pas être représentée c'est réduit à un pixel. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a la flèche noire qui donne le niveau actuel de CO2, current CO2 level. Donc, le niveau actuel de CO2, il est donné là. On voit que c'est vraiment un point complètement aberrant par rapport à tout ce qui s'est fait ces dernières années. Et pour finir sur la glaciologie, il y a à l'heure actuelle un sondage qui a redémarré, qui s'appelle Beyond EPICA, qui est un nouveau projet qui va permettre de remonter un peu plus loin sur un site qui est à une 50aine de kilomètres du Dôme C, et qui va permettre de passer sur la période charnière d'évolution des climats passés, parce que on observe un changement entre des cycles glaciaires interglaciaires qui étaient sur à peu près 40 000 ans il y a 1,2 à 1,5 million d'années, à des cycles à 100 000 ans à partir de 800 000 ans. Et on n'a pas jusqu'à présent de carottes glaciaires qui permettent de couvrir cette période-là. Et les glaciologues de Grenoble, qui continuent la tradition d'un savoir-faire vraiment tout à fait leader dans ce domaine, les collègues du LGGE à Grenoble, ont lancé, avec d'autres pays européens, bien évidemment, parce que c'est un projet européen, un Beyond EPICA pour arriver à remonter sur la plus grande période possible. Et ce site qu'on appelle Little Dome C, qui se situe un peu plus au sud, donc plus près du pôle, de Concordia, qui a démarré il y a tout juste un an.
mais ça veut dire qu'on aura les résultats de Beyond Epica uniquement en 2024-2025, parce que bien évidemment, au départ, Beyond Epica va forer les couches les plus récentes. Donc ça va permettre d'avoir un autre point de mesure par rapport à Epica, mais ça ne permettra pas d'avoir De remonter tout de plus suite loin. les couches les plus anciennes. Ok, très bien. Camille, est-ce Allez, on qu'on a continue, des puisqu'il questions? y a Dis-moi, beaucoup de questions. vas-y. On a Fauvet69 qui demande du coup si l'Antarctique fond, est-ce que ça va faire monter les eaux comme c'est le cas pour l'Arctique? Je t'en fais plusieurs d'affilée, puis comme ça tu pourras répondre un peu comme tu veux. Et ensuite, on a The Slucky qui te demande est-ce qu'on pourrait trouver du coup des cadavres gelés d'animaux en Antarctique comme dans La Nuit des Temps de Barjavel? Alors, est-ce que l'Antarctique peut fondre? Oui, l'Antarctique, même si elle est beaucoup moins impactée que l'Arctique, l'Antarctique est impactée par le réchauffement climatique. Un exemple, par exemple, c'est Dumont d'Urville à la fin de l'hiver, je crois que c'est 2017, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018. Bref, donc vers septembre-octobre 2017, il me semble, pour la première fois, il n'y a eu aucun survivant de poussin de manchot empereur, parce que en fait, il a plu. Pour la première fois, il a plu. Il a fait suffisamment chaud pour pleuvoir à Dumont d'Urville en fin d'hiver, début du printemps, et les poussins étaient encore avec leur duvet, qui n'est absolument pas fait pour supporter de la pluie. Et comme après la pluie, il a gelé de nouveau, et ben tous les poussins sont morts, il n'y a eu aucun survivant. Donc, même si c'est beaucoup de moins grande ampleur que dans l'Arctique, l'Antarctique se réchauffe. Et évidemment, si l'Antarctique fond, eh bien, ça va faire monter les océans de façon colossale, parce que c'est de très loin le plus grand réservoir d'eau douce sur Terre et de glace sur Terre. Ok. Oui, Camille? J'en ai d'autres. Est-ce qu'il y a des astronautes qui s'entraînent en Antarctique? Tu sais répondre Je ça ne ou crois pas? pas. C'est Il en ne me Arctique du coup semble il y a pas. des gens qui disent que c'est plutôt en Arctique, je sais pas. Il ne me semble Parce que c'est pas vrai, qu'il comme y tu ait des disais, c'est des astronautes qui conditions qui s'entraînent. sont confinées, etc. Ça peut être aussi. Alors, non, ce que j'avais dit hier, c'est que l'ESA est très intéressée par l'hivernage à Concordia, parce Mhm. qu'il se retrouve un tout petit nombre qui n'a jamais dépassé les 15 personnes. Et c'est un isolement vraiment total, puisque même s'il y a un problème, on ne pourra pas aller les chercher. Donc, l'ESA est très intéressée. Et il suit vraiment de très près le comportement humain du groupe d'hivernants de Concordia, qui sont essentiellement des Français et des Italiens de temps en temps. D'ailleurs, souvent, c'est le médecin qui est un médecin de l'ESA et qui, là, du coup, peut être d'une autre nationalité que français ou italien. Mais oui, il y a une étude comme ça de l'attitude, du comportement humain en isolement. Et pour en revenir sur les squelettes éventuellement Des figés mammouths dans la congelés. glace, peut-être qu'on en trouve sur la péninsule antarctique. Là, je ne pourrais pas répondre. Mais pour l'instant, à Dumont d'Urville, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas connaissance, en tout cas. Ce que je te disais, Isabelle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment quelques semaines, il y avait la première étude, la première découverte d'un fossile squelette d'une grenouille qui date de 40 millions d'années. Donc c'est vraiment des choses qui sont toutes nouvelles et qui justement permettent d'envisager les écosystèmes qui pouvaient vivre sur le continent antarctique à cette époque-là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau. Je crois que c'est la première fois qu'on trouvait un fossile de batracien sur le continent antarctique. Mais ça devait être plutôt alors vers la péninsule. C'est ça, pas du tout sous les milliers de kilomètres de glace, mais très proche de la mer, là où la couche de glace est nulle ou très faible.
Possible de battre ancien. Je vais vraiment jouer mon rôle de maître du temps. Je vais Oui. changer de casquette. Il nous reste 20 minutes. On avait dit qu'on parlerait un peu de toutes les expériences qu'on ferait, qui se font sur la base de Concordia. On avait préparé un certain nombre d'éléments, donc je rappelle juste que si on veut parler de tout, il va falloir qu'on commence à en parler un petit peu, parce que sinon j'ai peur qu'on se retrouve comme la dernière fois, un peu à court de temps. Justement, on a Pénélope qui te demande pourquoi est-ce que l'Antarctique est un endroit idéal pour observer des exoplanètes. Alors, effectivement, l'Antarctique est un endroit idéal parce que, à cause des conditions vraiment très particulières de l'atmosphère, d'une très grande sécheresse, mais également d'une très grande stabilité du fait de cette absence de turbulence de façon très régulière, ou bien même si il y a de la turbulence, elle va être limitée dans une couche très très faible d'une trentaine de mètres d'épaisseur. Si bien qu'on peut faire des observations d'étoiles, des suivis d'étoiles avec l'instrument ASTEP, donc, qui a été développé par les collègues astronomes de Nice. Que je montre actuellement Oui, exactement, qui est montré ici, qui est un télescope vraiment qui est dédié à la recherche des exoplanètes par la méthode des transits. Donc, ça nécessite, cette méthode, d'observer en continu une étoile autour de laquelle on va envisager qu'il y ait la possibilité d'abriter une planète, et en regardant de façon continue le flux de l'étoile, on peut éventuellement détecter une diminution de ce flux. Alors, on peut peut-être montrer le schéma, voilà, qui schématise ce que c'est qu'un transit. L'étoile qui apparaît en orangé, jaune, on voit passer régulièrement devant elle un petit disque noir qui pourrait correspondre à une exoplanète. Alors là, la dimension de l'exoplanète est largement exagérée par rapport à la dimension de l'étoile. Mais en dessous, on voit la courbe qui permet de suivre, si on suit le flux de l'étoile, on voit que quand il y a le disque planétaire qui s'interpose entre l'étoile et nous, eh bien, on a une diminution du flux. Alors, il faut des conditions particulières parce qu'il faut que le plan de la trajectoire de cette exoplanète se trouve aligné avec l'axe de visée entre la Terre et cette étoile. Évidemment, si le plan de la trajectoire de cette exoplanète ne passe pas dans la ligne de visée, eh bien, on ne pourra pas la détecter. C'est le principe de la méthode qu'on dit des transits. Mais le rapport entre le diamètre de la planète et le diamètre de son étoile fait que la diminution du flux, qui est schématisée sur la courbe en dessous, va être extrêmement faible. Donc, pour arriver à détecter des variations très faibles, ça veut dire qu'il faut que l'on n'ait pas de variations apportées par les variations atmosphériques. Alors, la plupart des détections, enfin la quasi-totalité de la détection des exoplanètes par la méthode des transits a été faite depuis l'espace par des satellites qui s'appellent Kepler, Corot, etc. Mais à Concordia, ce télescope ASTEP qui est dédié à cela en a détecté quelques-unes. On a l'exemple ici marqué sur l'étoile WASP-19, autour de laquelle on a détecté, enfin, les collègues de Nice ont détecté une exoplanète qui s'appelle donc WASP-19b, et on voit la courbe de lumière, ce qu'on appelle la courbe de lumière, qui est cette courbe noire, là au milieu du schéma, et qui montre une diminution relativement brutale, marquée transit, et au milieu de variations beaucoup plus petites. On ne le voit pas bien sur l'image, mais en fait, cette diminution de flux est de l'ordre de 2%.
Donc, ça veut dire que si vous avez des variations dues à cause des turbulences de l'air, à cause des variations d'hygrométrie, à cause de tout ça, supérieures à 2%, vous ne pourrez pas détecter une exoplanète. Il faut vraiment les conditions excellentes de Concordia pour arriver à avoir des courbes de lumière avec une précision photométrique qui permet cette détection d'une toute petite, un tout petit trou dans la courbe de lumière de l'étoile. Et ça a été le cas donc avec ASTEP, puisqu'on arrive à détecter des exoplanètes depuis Concordia. D'accord. Je vois que les questions pleuvent dans le chat. Ouais, il y Camille? avait une autre question sur le milieu interstellaire infrarouge. On sait que tu étudies ça là-bas. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais par rapport à ça? Alors, l'infrarouge, en fait, c'est un domaine particulier qui, alors déjà pour rappeler, l'œil est sensible à la lumière visible, mais c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et pour arriver à étudier des objets correctement, on est obligé d'avoir des informations à toute longueur d'onde. Donc, l'infrarouge a ceci de particulier, c'est que les longueurs d'onde étant plus grandes que dans le visible, dans des zones par exemple poussiéreuses, qui vont bloquer le rayonnement visible, eh bien, si on observe ces zones-là en infrarouge, on va réussir à passer à travers ces zones poussiéreuses et on pourra déceler des objets cachés en visible. C'est le cas qui est montré sur cette comparaison qui donne exactement la même zone du ciel vue à 4 longueurs d'onde différentes. Le cadran en haut à gauche qui est noté A, c'est en visible, c'est une image prise par le Hubble Space Telescope, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. Si vous regardez en infrarouge relativement proche le cadran en haut à droite, marqué B, eh bien, vous voyez que cet obscurcissement à cause des poussières en visible a disparu et on découvre une multitude d'étoiles qui apparaissent dans cette zone-là. Si on continue à plus grande longueur d'onde, c'est le cadran noté C, à ce moment-là, on a même quasiment le négatif du visible. Ça devient les piliers de la création eux-mêmes qui deviennent visibles. Pourquoi ? Parce que, en fait, les poussières qui constituent ces piliers ont une certaine température et du fait de la loi de Planck, ils vont avoir leur propre émission. Donc, dans le cadran C, on voit ces piliers non plus en absorption, mais en émission. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sombres, ils n'absorbent plus de lumière, mais au contraire, ils en émettent une certaine lumière infrarouge. Exactement. Et par contre, on ne voit que quelques étoiles parce qu'on va voir que les étoiles qui émettent le plus en infrarouge, donc des étoiles très froides. Et puis, si on va en D, c'est carrément le milieu interstellaire global qui émet. Donc, on est à des températures qui sont beaucoup plus basses. Donc, on voit que d'observer en infrarouge va nous permettre en particulier de sonder ce qu'on appelle les nuages moléculaires, ces zones de formation d'étoiles, pour arriver à observer les phases très précoces de la formation des étoiles, qui sont complètement obscurcies dans le visible. Là, c'est un autre exemple, effectivement, avec ce qu'on a appelé les globules de Bock, du nom de l'astronome Bock, qui avait observé ces zones où, au tout début, les gens se sont posé la question de savoir si c'était un trou dans l'univers, parce qu'il y avait tellement rien, ils voyaient tellement rien, qu'ils se demandaient, voilà, comme un trou dans le papier peint, quoi. Et en fait, dès qu'on a eu les moyens d'observer à des longueurs d'onde de l'infrarouge, là, ce qui est marqué BVI et BIK, en fait, ça caractérise les longueurs d'onde auxquelles on a fait ces observations, sachant que I, c'est la longueur d'onde de 1 micron, 0,9 à 1 micron, et K, c'est la longueur d'onde à 2,25 microns. Donc, ces étoiles, tout ce qui apparaît très rouge, c'est que
il n'y a de détection que dans la bande K, donc que dans la bande à 2,25 microns. Et on voit, il y a d'autres images qui ont été faites à des longueurs d'onde plus loin que la bande K, où on voit de plus en plus se peupler ce globule de Bock qui en fait, n'est pas du tout un trou dans l'univers, je rassure les gens, c'est juste une continuité, une zone extrêmement dense, un cœur, ce qu'on appelle préstellaire, avant le collapse en une étoile. C'est-à-dire une zone où il y a tellement de matière, de gaz et poussière que, évidemment, la lumière ne traverse pas. Par contre, l'infrarouge le traverse. La lumière visible ne traverse pas. Et du coup, comme l'infrarouge le traverse, on peut là, en réalité, dis-moi si je me trompe, on voit des zones, des étoiles en train de se former dans le nuage, en fait. Alors, ou est-ce qu'on voit des étoiles qui sont derrière le nuage? Sur les piliers de la création, oui, mais dans ce cas précis, non. Les étoiles qu'on voit, c'est vraiment des étoiles d'arrière-plan. D'accord. Le globule de Bock, c'est préstellaire. Donc là, c'est un nuage qui est devenu autogravitant, qui va s'effondrer, mais pour l'instant, il n'y a pas de cœur stellaire encore. D'accord. Donc on voit au travers de lui. Très, très précoce. Ok. J'ai des questions plutôt techniques. Si vous voulez bien, pour changer un petit peu, comme tu es une instrumentaliste, je pense que ça tombe bien. On a Dombichon, The Slucky et qui te posent des questions sur l'infrarouge. Alors, ces trois personnes te demandent s'il y a différentes techniques de détection en infrarouge. Comment ça marche l'infrarouge en astronomie concrètement? Si avec ASTEP vous utilisez toutes les fréquences IR ou alors une fréquence particulière, donc IR c'est infrarouge. Et enfin, est-ce que le froid ambiant est utile pour les infrarouges, sachant que l'infrarouge, tu en as parlé l'autre fois, la loi de Planck, la fameuse loi de Planck, fait que les choses chaudes, en général, émettent de l'infrarouge, et donc on risque de polluer notre caméra. Alors, est-ce que du coup, ça refroidit les machines dans l'Antarctique? Ça fait beaucoup, mais c'est les gens qui te demandent comment tu fais pour observer en infrarouge, et si l'Antarctique est vraiment un endroit plus propice. Ah oui, définitivement oui, l'infrarouge est plus propice pour les raisons que j'ai. L'Antarctique est plus propice, enfin Dôme C est plus propice pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, et il est plus propice aussi à cause de la température très faible pour l'infrarouge, parce que effectivement, quand on fait des observations au Chili ou à Hawaï à 3 microns ou 5 microns ou 10 microns ou 15 microns, là, le problème, c'est que on est submergé par tout le flux ambiant. Parce que quand on observe à 10 microns, eh bien, on devient nous-mêmes, nous sommes tous des lumières à 10 microns. Au moins, il faut le savoir. Donc on émet de l'infrarouge. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des longueurs d'onde qui intéressent tant, hélas, les militaires. C'est parce que même de nuit, vous ne pouvez pas masquer votre rayonnement à 10 microns. Même si vous êtes caché derrière un arbre, eh bien, on verra un halo chaud du fait de votre présence. Et la nuit ne vous cachera pas du tout. C'est pour ça que je parlais de Starlink aussi, qu'en infrarouge, qu'on les peigne en noir ou pas, ces satellites resteront tout aussi brillants. Donc, plus l'environnement sera froid, meilleur ce sera pour l'infrarouge. Parce que quand on est à Hawaï, par exemple, eh bien, le télescope lui-même est très lumineux, la coupole elle-même, tout l'environnement rayonne énormément. Et plus vous descendez en température, plus ce rayonnement, du fait de la loi Planck, c'est vraiment la loi fondamentale, ça va diminuer beaucoup cette intensité lumineuse. Donc, les conditions seront toujours difficiles parce que observer sur Terre en infrarouge, ça reste délicat, plus délicat qu'en visible. Mais les conditions seront nettement plus avantageuses. Et le fait d'être très froid, en fait, on va rechercher ça. Parce que le télescope sera moins chaud, donc moins brillant, le miroir sera moins brillant, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Dis-moi si je me trompe, c'est un petit peu comme la pollution lumineuse dans l'ordre du visible quand on est en ville ou à la campagne. En ville, il y a plein de lumière ambiante, on voit très mal les étoiles. À la campagne, il y a beaucoup moins de lumière ambiante, on voit mieux les étoiles. Bah, pour toi, en infrarouge, c'est pareil, si on va à un milieu froid, et bah, du coup, l'environnement infrarouge sera beaucoup plus faible et du coup, tu verras mieux tes objets, c'est ça? Tout à fait, tout à fait.
C'est chercher dans une aiguille dans une botte de foin, et à Concordia, on cherche dans une botte de foin beaucoup plus petite. Dans un bol de foin. Voilà. D'accord. Camille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On en a d'autres. Alors, les techniques infrarouges, j'ai pas répondu par Ah oui, contre. c'est vrai, tout à fait. Alors, les détecteurs, en fait, un télescope, il peut pas tout faire en même temps, parce que les détecteurs pour le visible, c'est ce qu'on appelle les CCD, là, le même genre de choses que ce qu'il y a dans vos téléphones portables ou vos appareils photo, si vous en avez encore un. C'est des détecteurs qui sont sensibles à peu près jusqu'à 1 micron, 1 micron 2 au maximum. Après, il faut d'autres détecteurs, parce que le rayonnement infrarouge, les photons infrarouges ne seront pas détectés par ces détecteurs-là. Mais c'est des détecteurs qui ressemblent aux détecteurs du visible. On a juste collé par-dessus, enfin la technique a été longue à mettre au point, hein, il a fallu presque 20 ans. On va coller par-dessus notre CCD visible, qui peut plus servir de détecteur, une galette de détecteurs de matériaux photosensibles à l'infrarouge. Et le CCD va continuer à faire son office de accumulateur de charge. Et donc le détecteur infrarouge, selon les longueurs d'onde auxquelles on va observer, vous ne mettrez pas tout à fait le même matériau. Quand on observe en infrarouge proche, on va mettre un matériau qui est basé sur mercure, tellure et cadmium. HGCDT, ça s'appelle. Après, pour l'infrarouge moyen, on va prendre du silicium dopé gallium. Pour 20 microns, on va prendre du silicium dopé germanium. Voilà, on va adapter. Donc, tout ça pour dire que la caméra d'Astep, pour l'instant, elle travaille dans le visible. Et si un jour, c'est en ce moment, les collègues niçois sont en train d'essayer de travailler dessus pour faire une deuxième caméra, qu'on ait une voie qu'on appelle bleue et une voie rouge. Il y aura un autre détecteur, parce que le détecteur qui est actuellement dans Astep ne pourra pas détecter n'importe quelle longueur d'onde. Juste, j'espère que Isabelle va revenir, donc du coup, juste en attendant qu'elle revienne, pour reformuler ce qu'Isabelle disait, donc on garde bien un détecteur de lumière visible, par-dessus on met un matériau, donc en fait on va avoir un premier matériau qui va transformer les infrarouges en lumière visible, et cette lumière visible va être détectée par le détecteur CCD qui est en dessous, donc c'est ces couches qui transforment le signal infrarouge en signal visible, et qui permet en dessous d'utiliser des détecteurs visibles classiques. C'est une catastrophe. J'ai l'impression que ça a sauté encore une fois. Il est 18h59. 18h59, bah c'est quasiment 19h. Est-ce que le chat, donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein, je suis vraiment désolé. Par contre, je pense que Isabelle regardera évidemment cette vidéo en replay. Du coup, si vous avez des remerciements, si vous avez apprécié ce moment avec elle, n'hésitez pas à l'écrire maintenant, parce que je suis persuadé que ça lui fera très très plaisir, tous vos avis. Donc voilà, n'hésitez pas avant la fin du live à lui dire. Moi en tout cas, j'ai passé comme toujours un excellent moment avec elle, avec vous. Je suis vraiment désolé pour cette partie technique qui est pour le coup vraiment pas notre ressort. On a vraiment essayé de faire au mieux. On va évidemment continuer, hein, on reviendra vendredi. Cette fois-ci, j'espère que ça se passera bien. Alors vendredi, on va changer un petit peu de thématique, hein, vous le savez, à chaque fois on change. Alors de quoi on va parler vendredi? Eh bien vendredi, on va parler un peu de biologie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la biologie et le spatial? Eh bien, c'est parce que les plantes se servent de la gravité pour savoir dans quel sens elles poussent. Eh bien, vendredi, avec notre intervenant, eh bien, nous essaierons de comprendre ce qui se passe lorsqu'on met une plante dans un endroit où il n'y a plus de gravité.
pour savoir un peu comment elles poussent. Donc notre invité sera Antoine Berru, qui viendra nous en parler. Voilà, j'espère que tout se passera beaucoup mieux la prochaine fois. Merci à tous de votre enthousiasme, de votre curiosité. Merci d'être toujours là avec nous. Je vais couper maintenant, on va rendre l'antenne, comme on dit. Merci à Isabelle d'avoir été notre invitée 2 fois de suite. Et à très vite et à très bientôt. Au revoir à tous. Et merci Camille et merci aussi aux personnes du planétarium de la ville de Vaux-en-Velin, bien sûr, qui sont toujours avec nous. Au revoir à tous et à dans 2 jours.